Qu'est-ce qui différencie, selon vous, Isla Delis de la concurrence ? Le fondateur d'Isla Delis, à quel moment il quitte l'entreprise ? Comment est-ce que vous travaillez pour justement éliminer un certain nombre d'additifs ? Depuis 2012, qui vous certifie ? Alors vous ne comptez pas renoncer au recours à l'électronarcose. Pourquoi ? Il y a eu de différents appels au boycott. Pourquoi ce retard à l'allumage dans la réaction ? Midi 13h, la masterclass présentée par Philippe Robichon sur Beurre FM. Masterclass, c'est la masterclass ce matin d'Éric Fauchon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe Robichon. Vous êtes PDG de la société Isla Delis depuis 5 ans. Vous avez pris vos fonctions en 2019 après le rachat de l'entreprise par un fonds d'investissement anglais, Perwin, détenu par une famille française. Et c'est tout à fait ça. Voilà, c'est eux qui détiennent aujourd'hui Isla Delis. Exactement. D'accord. C'est eux qui détiennent également la société Amalric ? Alors oui, Amalric, en fait, c'est la société mère d'Isla Delis. Peut-être utile de refaire un petit peu l'histoire de qui est Isla Delis. Donc Isla Delis est une entreprise française créée en 1990 et qui, dès ses débuts, a été dédiée au développement d'une offre de produits halal pour les consommateurs musulmans français. Donc ça fait 35 ans qu'on opère en France, qu'on vend en France, qu'on produit en France. Nous avons 2 sites de production qui sont situés dans la région Rhône-Alpes. L'un à Neuilly, à côté de Roanne, dans la Loire, et l'autre à Bourg-en-Bresse, à côté de Bourg-en-Bresse, à Saint-André-sur-Vieux-Jonc. Que vous avez racheté d'ailleurs au moment de votre arrivée. Qu'on a racheté effectivement ce 2e site en 2020. Ouais. Vous avez fait de gros investissements d'ailleurs sur ce site-là. On a fait de très gros investissements puisqu'on l'a entièrement transformé. C'est un site qui bien évidemment est totalement dédié à la production de charcuterie halal, tout comme notre autre site de Neuilly dans la Loire. Et effectivement, on a fait énormément d'investissements. On parle de 20 millions d'euros d'investissement. Oui, c'est juste. Si vous voulez avoir aujourd'hui un outil de production à la fois performant et qui permette une bonne qualité de production, aussi d'un point de vue sanitaire, ça suppose de gros investissements en effet. D'accord. Et vous ne produisez que des produits halal sur ce site-là ? On ne produit que des produits halal sur ce site-là et sur notre autre site de Neuilly dans la Loire, effectivement. Vous étiez donc la perle rare, vous étiez chez Unilever auparavant. Quand vous êtes arrivé chez Isla Delis, qu'est-ce que vous connaissiez du marché de la viande halal ? Pour être tout à fait transparent, peu de choses. Je l'ai découvert à mon arrivée, mais j'ai été énormément séduit par l'entreprise quand j'ai commencé à échanger avec les actionnaires et avec les précédents propriétaires. J'ai été énormément séduit par l'entreprise, par ce qu'elle faisait, par ses équipes également. Et j'ai sauté à pieds joints, on va dire, dans le monde du halal en 2019. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait accepter le job ? Vous avez été chassé, j'imagine. Ce qui m'a fait accepter le job, je viens de vous le dire, c'est ce que j'ai découvert dans l'entreprise. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est experte de son secteur, qui depuis 30 ans travaille exclusivement sur son secteur. Donc c'est une entreprise qui sait exactement pourquoi elle travaille, ce sur quoi elle travaille. C'est une entreprise qui a une position de leader. Les consommateurs adorent Isla Delis. C'est la marque préférée des consommateurs en France de produits halal. Et puis c'est une marque qui innove beaucoup. Et ça, on a continué à essayer de le faire. On est connu, on apporte à peu près une dizaine de nouveaux produits chaque année. Donc notre objectif, notre mission, c'est d'élargir l'offre de produits halal pour que les consommateurs n'aient plus, entre guillemets, à se prendre la tête quand ils doivent préparer leur repas le soir pour leur famille. Donc Isla Delis, c'est le produit de la famille, c'est pour toute la famille, les enfants, les adultes, les personnes âgées. Et on développe et on innove en permanence. Et c'est ce qui m'a plu quand je l'ai découvert il y a 5 ans. C'était quoi votre feuille de route quand vous êtes arrivé dans l'entreprise ? La feuille de route, c'était de poursuivre le travail qui avait été engagé. L'entreprise fonctionne bien, l'entreprise se développe, donc c'était de continuer ce travail-là. L'entreprise est numéro 1 sur le marché. Tout à fait. J'imagine qu'on vous a demandé de rester numéro 1. Le numéro 1, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, on se décide pas. C'est mieux quand on est numéro 1 avec plus de 50% de... C'est mieux, mais ça se mérite d'être numéro 1. Donc qu'est-ce qu'on fait pour rester numéro 1 ? On continue de travailler. On travaille tous les jours. On a aujourd'hui 300 salariés chez Isla Delis, dont la moitié sont sur les sites de production. Et quotidiennement, ça veut dire qu'on a 300 personnes qui travaillent à l'évolution de l'entreprise. On n'est pas une entreprise figée. On essaie de répondre aux besoins des consommateurs. Les consommateurs, ils expriment de nouveaux besoins. Ils ont envie de plus de choix. Ils ont envie d'avoir des prix bas. Ils ont envie d'avoir une offre plus moderne. Ils ont envie d'avoir des meilleurs produits. Donc le quotidien, c'est travailler pour faire évoluer notre offre, pour répondre aux attentes des consommateurs. Et vous êtes porteur de cette nouvelle politique de l'entreprise ? Et je suis porteur de cette nouvelle politique de l'entreprise avec toute l'équipe de gestion, avec les 300 salariés, oui. Les consommateurs veulent en savoir plus sur Isla Delis, sa façon de travailler, ses produits, sa certification, sa gouvernance. Je vous remercie d'avoir accepté d'être notre invité ce matin, sans langue de bois. Et le principe, c'est on répond à toutes les questions que les gens se posent actuellement. Volontiers.
Quand Isla Delis est arrivée sur le marché, elle a inventé un marché qui n'existait pas en fait. Alors, elle a inventé un marché... En gros, c'était la charcuterie halal. Oui, elle a inventé... Il y avait une attente des consommateurs. Le marché, effectivement, l'offre n'existait pas, mais l'attente des consommateurs était là. Les consommateurs, à l'époque, avaient de la difficulté à consommer des produits parce que l'offre halal n'existait pas. Et quand on parle avec des consommateurs encore aujourd'hui, beaucoup nous disent la frustration à l'époque de ne pas pouvoir consommer comme tout consommateur français parce que l'offre n'existait pas. Donc en fait, effectivement, on est venu... C'était travailler comme la charcuterie, on va dire, française, et aux normes halal. Toute l'idée a été là, en fait, de dire on va proposer aux consommateurs un choix de produits mais halal, c'est-à-dire en substituant notamment dans ces recettes de charcuterie française le porc par de la volaille ou du bœuf. Et c'est de là qu'est née l'idée de l'offre de charcuterie halal. Et Isla Delis, on a été le précurseur, on a beaucoup innové, on a été les premiers à proposer du saucisson sec à base de bœuf, on a été les premiers à proposer des lardons. Ce qui est plus compliqué à obtenir. Ce qui est plus compliqué à obtenir... Avoir du saucisson sec, c'est plus compliqué à base de bœuf. Oui, et puis c'est plus cher aussi, dans certains cas. Donc selon les matières, on a aussi un effet prix. Il faut qu'on soit très vigilant parce que le consommateur est aussi très attentif au prix. Qu'est-ce qui différencie, selon vous, Isla Delis de la concurrence ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique ? Alors beaucoup de choses, je pense. Notre capacité d'innovation, c'est certain. Nous sommes l'entreprise qui ose le plus innover et apporter des nouveaux produits sur le marché. Ça a toujours été le cas, c'est encore le cas aujourd'hui. Pour preuve, il y a quelques années, on a lancé des pâtes ménagères dans lesquelles on a veillé à retirer le vinaigre d'alcool. On a été les premiers à le faire, on est aujourd'hui les seuls à le proposer. Des pâtes à pâtisserie en fait. Oui, des pâtes feuilletées, des pâtes à pizza que vous pouvez utiliser pour faire vos tartes chez vous. Donc on ose. Alors parfois on se trompe, c'est clair, il y a des produits qui marchent pas aussi bien qu'on l'aurait espéré, mais à la fin... Comme quoi par exemple ? Parfois, on a des déclinaisons de goût qui marchent moins bien, ou parfois, on a des produits qui répondent pas aux attentes autant qu'on l'aurait espéré. On a lancé une gamme de tartinables, par exemple, il y a 2 ou 3 ans, donc de produits qu'on peut soit utiliser dans des sandwichs, soit utiliser à l'apéritif pour mettre sur des petits toasts. On est un petit peu déçu de son démarrage, il n'est pas aussi bon que ce qu'on aurait espéré. Donc on est en train de retravailler la recette pour voir comment on va l'améliorer. On n'abandonne pas le produit, mais on essaie de le retravailler parce qu'il n'a pas trouvé ses consommateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui nous différencie clairement. On développe des produits, souvent après on est copié, mais on a toujours un coup d'avance sur l'innovation produit. Aujourd'hui, c'est le pain, par exemple. Pain de mie. Aujourd'hui, c'est le pain de mie. Pain hamburger. Tout à fait, je vous en ai apporté quelques-uns. On est loin de la charcuterie. Oui, alors effectivement, notre marché d'origine, c'est la charcuterie. Mais nous, notre mission, c'est simplifier la vie des consommateurs de produits halal, en leur donnant accès à des produits simplement qu'ils puissent manger tous les jours. Donc là où il y a une problématique halal sur un produit, on va essayer de la résoudre. Donc effectivement, c'est bien sûr, dans un premier temps, c'était la charcuterie parce que la présence du porc. Mais on fait aussi, bien sûr, vous le savez, des steaks hachés. Il n'y a pas de question de porc, c'est du bœuf dans tous les cas. Mais on s'assure que le bœuf est abattu de façon rituelle. Donc dès qu'il y a une problématique halal, souvent c'est lié à la viande, parfois c'est lié à d'autres ingrédients, on essaie de résoudre cette problématique-là pour que le consommateur ait le choix d'acheter le produit et de le consommer tranquillement. Et aujourd'hui, quelle était la question par rapport justement au pain de mie ? Le pain de mie, c'est la présence régulière d'alcool comme conservateur dans les pains de mie industriels qu'on trouve en grande distribution. Donc on vient en proposant une solution, une offre dont on a retiré l'alcool dans la recette. Alors l'histoire d'Isla Delis a commencé dans les boucheries, dans des points de vente de proximité. Aujourd'hui, vous êtes présent dans les grandes surfaces, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur peut aller vous trouver là où il fait ses courses. Qu'est-ce que ça a changé, la présence dans les grandes surfaces ? La présence dans les grandes surfaces, elle est aussi importante que la présence dans les boucheries. Donc aujourd'hui, on est né effectivement dans ce réseau des boucheries, des supermarchés indépendants. De proximité, Ouais. On y est toujours présent. On travaille avec plus de 1500 commerces de proximité, boucheries, supermarchés indépendants. Et effectivement, vous l'avez mentionné, on travaille avec la grande distribution. Pourquoi c'est important de travailler avec les deux ? Parce que le consommateur, il va aller acheter dans les deux. Et donc, si on veut que le consommateur trouve facilement ses produits, il faut qu'il soit accessible là où il veut aller faire ses courses. Donc, le consommateur, il va aller faire aussi bien ses courses dans sa boucherie de quartier que dans le supermarché d'une grande enseigne nationale. Donc, si on veut faciliter la vie du consommateur, ça passe par le fait de rendre le produit disponible là où il va faire ses courses.
Aujourd'hui, le halal, ça reste une niche. Ça représente quel pourcentage, par exemple, des ventes dans une grande surface? Est-ce qu'on sait ça? Alors ça reste une niche à la taille d'une grande surface, effectivement. Aujourd'hui, les ventes en grande surface, c'est à peu près 300 millions d'euros. Donc ça peut paraître grand, 300 millions d'euros quand on le dit comme ça, mais finalement, c'est relativement petit par rapport à beaucoup d'autres rayons. C'est encore en voie de développement, mais ça reste effectivement encore une niche, oui. Mais ça fait quoi? Ça fait 5%, 10%? Ah non, ça ne fait pas 5%, ça fait moins de 1% des ventes d'un magasin. 1%? Oui, moins de 1% des ventes d'un magasin. C'est ça qu'il faut comprendre. Sur un marché qui pèse combien au total, le halal? Alors, très difficile à chiffrer. Parce qu'on me disait 1 milliard à une époque. On disait 5 aussi, on disait 5 milliards. La réalité, c'est qu'il y a toute une partie du marché qui est difficile à chiffrer, sur laquelle nous, on n'opère pas d'ailleurs, qui est toute la viande halal, la viande de boucherie. Nous, on ne fait pas de viande de boucherie, on fait que des produits transformés. Donc autant, je sais vous dire à peu près la charcuterie, combien ça pèse, des produits surgelés, à peu près 300 millions en grande surface. Par contre, tout ce marché de la viande brute, de la découpe de volaille, on entend effectivement des chiffres qui varient entre 1 milliard, 5 milliards. La réalité, c'est que moi, je ne sais pas vous répondre. Voilà. Mais le gros du chiffre, c'est toujours la viande. Le gros du chiffre reste sans doute, vraisemblablement, la viande brute, la viande de boucherie, oui. Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. En France, le terme halal a passé un cap. C'est aujourd'hui un atout marketing, au même titre que le vegan, le bio, le sans gluten. Donc ça fait vendre, estampillé halal. Alors, je ne sais pas si on peut le considérer comme ça. Je pense que le terme halal, il intéresse des consommateurs principalement musulmans qui veulent consommer halal. Donc, c'est beaucoup plus qu'un terme marketing. Le terme halal, ça suppose derrière un process de contrôle rigoureux, normalement. Donc, ça n'est pas qu'un terme marketing. Ça répond à une attente. Donc, on a des consommateurs qui recherchent des produits qui sont estampillés halal. Ils sont de plus en plus nombreux. Ils ont envie d'avoir du choix. Et ça répond à cette attente-là des consommateurs, oui. Ouais. Votre pic d'activité, c'est quand? C'est Ramadan. C'est toujours le mois de Ramadan. C'est toujours le mois de Ramadan, même si pour nous, ce n'est pas un mois décisif dans l'année, parce qu'on commercialise des produits qui sont des produits de consommation quotidienne et courante, mais parce qu'il y a beaucoup d'opérations promotionnelles sur cette période de Ramadan, parce que les familles se rassemblent, se retrouvent ensemble. On veut proposer une offre large sur la table le soir. Donc Ramadan reste une période de pic. Mais sinon, la deuxième période phare de consommation, c'est plutôt la période dans laquelle on entre ici, qui est la période des mois de octobre, novembre et décembre. C'est les mois d'hiver. Les mois d'hiver sont plus importants que... C'est traditionnellement le cas sur les produits alimentaires. C'est vrai aussi sur les produits halal. L'exception sur les produits halal, c'est Ramadan qui crée une période un petit peu plus forte. Mais c'est juste un petit peu plus fort. C'est pas un mois de... Non, c'est pas 50% des ventes de l'année. Ramadan, pour nous? Non, absolument pas. Ramadan, on considère qu'on a à peu près 30% d'augmentation de nos ventes sur la période de Ramadan. Donc c'est effectivement une augmentation, mais Ramadan ne représente pas 50% de l'année, même pas 25% de l'année. Même si les grandes surfaces aujourd'hui font des catalogues du mois de Ramadan et communiquent dessus. Oui, mais c'est ça qui donne de l'ampleur. C'est devenu un mois de consommation, le mois de Ramadan. C'est un mois de surconsommation, effectivement, qui est amplifié par toutes les actions commerciales de nous, des enseignes, effectivement, des clients, des magasins. Éric Fauchon, président directeur général de la société Istadelis, est notre invité jusqu'à 13h pour cette masterclass. Je rappelle que la société a été rachetée par un fonds d'investissement anglais, Perwin. Donc c'est propriété d'une famille française. Alors le fonds d'investissement Perwin est propriété d'une famille française, effectivement. C'est un fonds d'investissement, une société d'investissement qui a été créée il y a une petite dizaine d'années. Et qui a racheté l'intégralité des parts d'Isladelis en 2018. Une des familles françaises les plus riches de France. Une famille française assez riche. Oui. Le fondateur d'Isladelis, à quel moment il quitte l'entreprise? En 2018, justement. Il a fondé l'entreprise, il l'a développée, il en est resté le propriétaire et le dirigeant jusqu'en 2018, et il a quitté l'entreprise lorsqu'il en a fait la cession en 2018 lors de l'acquisition par Perwin. Et donc sur la partie opérationnelle et direction d'entreprise, c'est moi qui lui ai succédé à partir de 2019. Et vous incarnez les nouvelles ambitions de la marque, comme je le disais tout à l'heure. En 2020, Isladelis s'engage dans un programme, Isla pour vous. Alors donc c'est ce qu'on appelle votre stratégie RSE dans les entreprises. Quels sont les piliers de ce programme? Eh bien, en fait, au travers du programme Isla pour vous, on essaye d'expliquer ce que sont les orientations de l'entreprise sur un certain nombre de sujets, effectivement, comme vous le dites. Donc, on travaille sur 4 axes. Les collaborateurs, bien évidemment, les produits, l'environnement
Et puis, ce qu'on appelle les communautés, c'est-à-dire comment on agit vis-à-vis des partenaires extérieurs, des associations, comment l'entreprise s'engage. Voilà, donc un des piliers très importants pour nos auditeurs, pour les consommateurs, c'est la partie produit. Qu'est-ce qu'on fait sur les produits? Comment on vise à les améliorer? Il y a un gros travail de transformation et d'évolution du portefeuille de produits. Donc je vous avais dit, on est connu pour nos innovations. Ça, c'est une première chose. On essaie en permanence d'élargir notre offre. Mais on ne fait pas que ça, on travaille aussi énormément à comment on améliore l'offre de produits existante. C'est-à-dire comment on retravaille nos recettes pour en permanence les améliorer. Et donc là, on a des axes qui sont la réduction de la matière grasse dans nos saucissons secs. On parlait des saucissons secs tout à l'heure. On s'engage, on vise à réduire de 15% le taux de matière grasse dans nos produits. On va le faire également sur le sel. On va viser à réduire le taux de sel dans nos jambons. C'est ce qu'on a fait là ce printemps, en avril, en mai. On a lancé notre nouvelle recette de délices de poulet. Et dans cette nouvelle recette, on a baissé de 18% le taux de sel dans la recette, sans changer le prix. Donc voilà, on travaille l'amélioration de la qualité de chacune de nos produits. Et puis, fait important, sur la charcuterie, le sujet des sans nitrites. Donc là, on arrive ce mois-ci avec une première offre sans nitrite. On est les premiers à lancer une Knack sans VSM et sans nitrite. Et derrière, on a d'autres produits qui viendront sans nitrite au printemps prochain. Alors, Isla Délices s'est engagé à offrir une information transparente justement sur la qualité nutritionnelle de ses produits en affichant le Nutri-Score. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Nutri-Score est présent sur toute votre gamme ? Alors, que veut le consommateur ? Le consommateur, on l'a dit tout à l'heure, il veut tout. Il veut du prix bas, il veut des nouveaux produits. Non, mais c'est vous qui l'avez dit. Hein. C'est vous qui vous êtes engagé à mettre le Nutri-Score. Bien sûr. Ouais. Alors, c'est un engagement volontaire. Oui, d'accord. Donc, mais est-ce que c'est présent sur tous vos produits ? On a une phase de mise en place en fonction des packaging. Aujourd'hui, on a plus de 75% des produits qui le proposent. Donc, les 3/4 des produits affichent le Nutri-Score. Courant 2025, début 2025, on en aura 100%. C'est volontaire, c'est pas obligatoire. Donc c'est une démarche volontaire. Aujourd'hui, on est les seuls à avoir 75% de notre portefeuille avec le Nutri-Score affiché. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on donne la possibilité au consommateur d'orienter son choix et d'acheter en conscience. C'est-à-dire que la transparence, ça sert quoi ? Ça sert l'information du consommateur. Et le consommateur, il a envie d'être informé. Il a envie de comprendre ce qu'il achète. Il n'a pas juste envie d'acheter un produit qui a un joli packaging. Il a envie d'acheter un produit dont il comprend comment il est fait, par qui il est fait, où est-ce qu'il est produit et nutritionnellement, il vaut quoi. Bon. Alors, nutritionnellement, vous êtes dans une activité qui est accusée de faire la part belle à ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. À part le Nutri-Score, il y a un autre label, qui est le label Nova. Pourquoi vous ne pas avoir choisi d'avoir mis le Nova sur les produits ? Alors, parce que le Nova qui évalue le degré d'ultra transformation d'un produit, par exemple. Alors, le problème aujourd'hui de tous ces scores, c'est qu'il y a une multitude de scores, de notes qui peuvent exister. Vous avez des éco-scores, vous avez un tas de scores qui existent. Donc nous, on a considéré que celui qui aujourd'hui est le plus connu, qui commence à être le plus connu vis-à-vis des consommateurs, donc le mieux maîtrisé, on va dire, par les consommateurs, c'est le Nutri-Score. Il n'est pas imposé par tout le monde, il est quand même imposé par une immense majorité de marques, pas toutes. Alors, il évalue quoi, le Nutri-Score, par exemple ? Il évalue la valeur nutritionnelle. C'est-à-dire que, clairement... C'est classé de 1 à... C'est classé de A à E. À E, ouais. Et le Nutri-Score pénalise les produits qui ont beaucoup de sel ou qui ont beaucoup de sucre, notamment. Donc on a fait ce choix Nutri-Score parce que c'est celui qui est le plus connu. Afficher des scores comme celui que vous mentionnez ou d'autres, mais qui ne sont pas connus, c'est potentiellement créer encore plus de confusion. Mais on en parle de plus en plus de l'ultra-transformation des produits. Oui, mais c'est pour ça qu'on travaille de plus en plus sur l'amélioration de nos recettes. Alors sur les additifs, vous avez parlé des sels nitrités, du nitrite pour la conservation des charcuteries. Sur les additifs, comment est-ce que vous travaillez pour justement éliminer un certain nombre d'additifs ? On s'est mis là aussi une feuille de route, c'est-à-dire qu'on élimine les additifs. Vous savez, il y a les bons et il y a les mauvais additifs. Un additif n'est pas par naissance ou par nature négatif. Il y a des additifs qui sont totalement sans danger pour la consommation. Donc on a l'évaluation de ces différents additifs et plus le danger est considéré important, plus on essaye de l'enlever rapidement d'une recette. Après, on garde les additifs qui sont considérés verts, parce que personne aujourd'hui ne considère que ces additifs-là, par exemple, sont un danger pour la consommation. Donc ceux-là, on peut les garder. On enlève aussi les arômes artificiels.
On essaie de passer en arôme naturel sur l'ensemble de nos recettes, par exemple de bœuf surgelé. Donc c'est un travail sur toutes nos recettes qu'on fait, qui demande beaucoup de temps. On en parle là comme ça tranquillement. Oui, mais c'est des années de recherche et développement. Nous, on a des équipes, on a une équipe R&D chez Isla-Délices de R&D, c'est recherche et développement, de 7 personnes, dont l'immense majorité de l'activité, c'est de travailler sur cette amélioration de recettes. Et pour sortir, par exemple, un jambon sans nitrite, il faut au minimum, si vous avez de la chance, 2 ans de recherche et développement. Donc c'est un gros travail, ça demande du temps, ça se fait progressivement, mais la direction est là. Vous parlez de jambon sans nitrite, mais par exemple, est-ce que le terme jambon s'est adapté au halal ? Est-ce qu'il n'y a pas des réflexions, par exemple, dans les équipes marketing pour remplacer justement ce terme de jambon par autre chose ? Alors, vous parliez de délices de poulet tout à l'heure. Voilà. Nous-mêmes, on appelle nos produits délices. Oui, délices de poulet, délices de dinde. Ouais. Non pas qu'on ne puisse pas l'appeler jambon. Notre délice de dinde pourrait très bien s'appeler jambon de dinde. On a fait le choix à une époque d'utiliser ce nom parce que c'est le nom de la marque. Et aujourd'hui, il y a un fort attachement et des consommateurs et de nous à cette dénomination. Mais on pourrait l'appeler jambon de dinde. C'est vrai que vous avez aussi chez certains consommateurs un petit frein. Moi, j'étais en magasin il y a quelques semaines, on faisait des dégustations. C'est quand même la base. Si vous dites jambon de poulet, bon. Et voilà, mais c'est pas le cas de tous les consommateurs. Mais il y a des consommateurs. Moi, j'ai une consommatrice qui est venue en me disant oh non, jambon, non, moi je mange pas de jambon. Bon, j'ai essayé de lui expliquer que c'était de la dinde, que c'était halal, qu'on travaille rigoureusement le sujet. Mais il y a pour certains consommateurs un petit frein. Mais nous, on a fait le choix effectivement d'utiliser notre marque. On pourrait appeler certains produits blanc de dinde. On pourrait utiliser jambon de dinde. On reste avec des dénominations délices. Bien. Vous avez lancé un système de blockchain sur le saucisson cuit. Qu'est-ce que ça a donné comme l'expérience ? Est-ce que vous pensez Alors, c'est quoi une blockchain d'ailleurs ? Alors, une blockchain, ça permet de retracer et de suivre et de donner au consommateur à savoir tout le cycle de production du produit. C'est-à-dire que l'idée de ce projet, c'est via un QR code présent sur un pack, le consommateur peut, s'il le souhaite, accéder à l'ensemble de l'information sur le produit qui va dire ce produit a été produit à partir de viande de dinde élevée et abattue dans telle région, abattue à telle date, sous le contrôle du certificateur de l'association rituelle de la Grande Mosquée de Lyon, puis a été transformé en saucisson dans notre usine de Neulise à telle date, puis a été livré à votre enseigne à telle date. Alors on a toute la chaîne de traçabilité là. On a toute la chaîne de traçabilité. Ouais. Ça donne quoi alors finalement ? L'objectif, c'est que le consommateur comprenne ce qu'il mange. On parlait tout à l'heure des attentes qu'ont les consommateurs sur moi, je veux savoir ce qu'il y a dans mon assiette. Savoir ce qu'il y a dans son assiette, c'est savoir qui l'a produit, quand, comment, par quelle méthode, par quel procédé. D'où viennent les viandes ? Est-ce que ce sont des viandes françaises, par exemple ? Voilà. Donc c'est complexe comme projet parce qu'en fait, il faut réconcilier des informations qui sont à gauche et à droite. Donc ça demande beaucoup de travail. On a fait ce test sur ce produit-là. On aimerait bien le développer sur d'autres produits à l'avenir, mais ça demande beaucoup de travail. Dans les faits, il faut être honnête, le consommateur va en fait finalement assez rarement consulter ces informations. Finalement, ça ne correspondait peut-être pas à une attente alors ? Moi, je pense que ça reste une attente de fond, de comprendre son produit, d'où il vient, comment il a été fait. Donc, on va continuer à travailler sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, il faut qu'on voit comment on fait en sorte que le consommateur, il va plus volontiers, va le consulter plus facilement. En dépit de tous vos investissements et de toutes les précautions que vous prenez, plusieurs de vos produits ont fait l'objet de rappels l'hiver dernier, à la suite d'une suspicion de la bactérie responsable du botulisme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors laissez-moi revenir. C'est jamais un retrait-rappel, c'est jamais une bonne chose à gérer. C'est compliqué à gérer, c'est beaucoup de travail pour toutes les équipes. Néanmoins, ce retrait-rappel-là, il a permis aussi de démontrer qu'on a un système de qualité performant. Donc, je vais vous refaire un peu l'histoire de ce qui s'est passé. Nos équipes qualité, sur notre site de production, sur un de nos 2 sites de production, ont détecté quelques anomalies sur une production. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a bloqué les produits qui ont été détectés dans un premier temps afin de continuer à les analyser. On a poursuivi les analyses et au bout d'un certain temps, en discussion avec les autorités sanitaires, l'administration sanitaire, on a considéré qu'il pouvait peut-être y avoir un risque de développement de Clostridium botulinum. Et donc, comme il y avait ce risque de développement... La bactérie responsable du botulisme. Et comme il y avait ce risque, on n'en a pas trouvé de cette bactérie, mais comme il y avait ce risque qu'elle se développe,
d'un commun accord avec les autorités sanitaires, on a dit on retire les produits de la vente parce qu'on ne veut pas faire prendre ce risque aux consommateurs. Donc on a organisé un retrait-rappel qui a été très visible. Hein. On a demandé à nos clients... C'est visible et ce qui a donné lieu à justement cette rumeur de risque sanitaire. Voilà. Bon. La réalité, c'est que la bactérie en question n'a jamais été détectée. On a fait plusieurs centaines d'analyses. On a détecté cette bactérie dans aucun produit à la fin et aucun consommateur n'a été malade. Donc, c'était juste de faire ce retrait-rappel, parce que la santé du consommateur, c'est la priorité. Et si à un moment donné, on a un doute, on n'a pas d'autre choix que de dire on ne va pas commercialiser un produit pour lequel on aurait un doute. Heureusement, le doute, il ne s'est pas confirmé. C'est-à-dire que c'est resté un doute. On n'a jamais vu cette bactérie se développer dans aucun des produits et personne n'a été malade. Mais voilà, on est dans une industrie agroalimentaire. Le risque zéro n'existe pas. À partir du moment où, dans nos process de surveillance de la qualité, on a un doute sur le produit qu'on met sur le marché, il ne faut pas le mettre sur le marché. Il faut le retirer s'il y est déjà, ou il faut le bloquer avant qu'il soit livré. C'est notre responsabilité. La première responsabilité, c'est la santé du consommateur. Au final, qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion ? Est-ce que vous avez changé vos façons de travailler ou Alors oui, à chaque fois quand vous avez ce genre de situation, forcément, vous reconsidérez certains de vos process, vous vous dites est-ce que j'aurais pu le détecter mieux, plus vite, quels sont les alerteurs que je dois mettre en place qui n'étaient peut-être pas suffisamment bien mis en place. Donc oui, on fait à chaque fois un bilan, même si on pourrait dire à la fin, il ne s'est rien passé, tout va bien. Non, on va de toute façon faire un bilan et se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour détecter plus vite ce problème-là, pour qu'on n'ait pas à faire un retrait-rappel, mais qu'on bloque juste peut-être avant que ça parte vers les clients. Oui, les lots concernés, ou exactement. Comme ça peut se passer dans certains cas. Comment se porte le marché du halal face à l'inflation ? Vous travaillez dans une industrie justement qui transforme des produits qui ont été fortement impactés par les hausses, notamment la viande et le poulet. On est sur une augmentation de combien, par exemple, sur la matière première ? Donc oui, le marché a connu une forte inflation, clairement. Les matières premières, viande, ont connu des inflations entre 30 et plus de 50% selon les matières. Donc ça a effectivement eu un impact sur les prix de vente en magasin également. Et on a vu un certain fléchissement de la consommation de produits halal en général cette dernière année. C'est normal. Mais qui concerne que les produits halal ou qui concerne l'ensemble des produits des consommateurs français ? Ça concerne l'ensemble des produits. C'est vrai que les produits à base de viande ont été plus concernés, d'une manière générale, halal, non halal, ont été plus concernés que d'autres types de produits. Pourquoi ? Parce que les viandes ont connu une inflation très très forte ces dernières années. Donc comme les produits halal sont quand même très majoritairement des produits à base de viande, ils ont été fortement impactés par des augmentations de prix. Nos pâtes ménagères, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, n'ont quasiment connu aucune augmentation de prix ces 2 dernières années. Donc c'est vraiment lié au fait qu'on travaille des produits à base de viande, que la viande a connu une très forte inflation et que ça a été répercuté bien sûr sur les produits. Aujourd'hui, on est dans une situation où les prix ont tendance plutôt à très légèrement rebaisser, après avoir beaucoup augmenté. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense, pour les consommateurs. Et on voit aujourd'hui une consommation qui repart également à la hausse. Éric Fauchon, le PDG d'Isla Délices, accepte de répondre à nos questions. L'invité de Masterclass jusqu'à 13h. Le sérieux de la certification halal est un des éléments très importants pour les consommateurs qui mangent halal. Depuis 2012, qui vous certifie ? Alors nous sommes certifiés par l'association rituelle de la Grande Mosquée de Lyon, la RGML. Et vous avez raison de le dire, le premier critère d'achat, souvent, c'est que le produit soit halal. On a toujours accordé une très grande importance justement à cette certification et à ce mode de contrôle. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on travaille avec cette certification. Moi, je considère que c'est une certification extrêmement rigoureuse, parmi les plus rigoureuses. Pourquoi je me permets de le dire ? Juste peut-être expliquer aux auditeurs comment elle fonctionne. L'association rituelle de la Grande Mosquée de Lyon travaille sous le principe d'un contrôle permanent et physique. C'est-à-dire qu'à chaque étape de l'abattoir jusqu'au conditionnement du produit fini, vous aurez un contrôleur de la RGML qui sera présent physiquement sur le site pour contrôler l'ensemble de la chaîne de production, de l'abattage de la volaille ou du bovin jusqu'à la confection du produit final. C'est-à-dire qu'il est là tous les jours ? C'est-à-dire que tous les jours, vous avez... Aujourd'hui, je pense pas loin de 80 contrôleurs de la RGML qui opèrent en France et en Europe et qui sont sur les différents sites. C'est-à-dire que ce matin, vous aviez des contrôleurs de la RGML qui étaient dans une quinzaine de sites, des abattoirs, des usines de transformation, dans nos usines, en permanence, dans nos 2 ateliers de production en Rhône-Alpes, on a des contrôleurs de la RGML présents tous les jours de l'année. Dès que le site travaille, il y a des contrôleurs présents. Donc c'est extrêmement exigeant.
mais c'est aussi ce qui nous garantit, nous, une traçabilité parfaite sur quelle est la viande qu'on utilise, est-ce que l'abattage rituel a été respecté, et jusqu'au bout de la chaîne, jusqu'au produit fini qui va arriver en magasin. Pourquoi vous êtes tourné vers cet organisme plutôt qu'un autre ? Parce que c'est un organisme qui, justement, travaille selon ce mode-là. Que nous, on est attaché depuis toujours sur un contrôle rigoureux. On ne veut pas travailler sur un principe d'audit annuel avec un audit qui s'est fait une fois par an ou 2 fois par an. On veut travailler sur un contrôle permanent. Et donc la RGML est en mesure de réaliser ce contrôle-là. La RGML, c'est son principe également. Donc on a une convergence de vues avec la RGML sur la façon de travailler le halal et la façon de le contrôler. Donc ils sont complètement indépendants de vous ? Ils sont totalement indépendants de nous. La RGML, c'est une association à but non lucratif qui dépend de la Grande Mosquée de Lyon. Fondée en 1995. Voilà. Donc, qui n'a absolument aucun lien avec Isladis, sauf le fait qu'il travaille à la certification des produits Isladis. Alors, vous ne comptez pas renoncer au recours à l'électronarcose, notamment pour les volailles. Pourquoi ? Alors, je vous parlais... Et vous l'assumez ? Oui, on l'assume. On parlait de transparence tout à l'heure. Oui, vous l'assumez. Donc, c'est pour ça que je vous interroge là-dessus. On dit clairement comment on travaille. Et c'est un sujet qui fâche. Pourquoi ? Alors, c'est un sujet qui fâche. Je ne suis pas sûr qu'il devrait fâcher, mais il fâche. Moi, la première chose que je voudrais... oui. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il ne devrait pas fâcher. Il n'y a pas d'opposition de base entre électronarcose et halal. L'électronarcose n'est pas interdite pour faire du halal. Ce qui est important, c'est comment vous faites l'électronarcose. Comment vous travaillez et comment vous vous assurez que l'électronarcose est réalisée dans un environnement et selon des procédés qui permettent de garantir que le produit est halal. Et c'est là, je reviens, on parlait de la RGML juste avant, c'est là que le rôle de la RGML et sa présence systématique de contrôleur et sa maîtrise du sujet permet de travailler avec de l'électronarcose. L'électronarcose, c'est quoi ? Alors, oui, c'est quoi ? Parce qu'il faut expliquer à tout le monde ce que c'est. Il y a peut-être encore qui ne sont pas familiers avec le terme. Ouais. L'électronarcose, c'est passer les volailles avant l'abattage dans un bain qui va permettre, électrifié, qui va permettre de tranquilliser la volaille. Pas de la tuer, mais de la tranquilliser, de l'étourdir légèrement. Et bien sûr, l'enjeu, c'est qu'elle ne soit pas tuée avant le sacrifice. C'est là que le rôle de la RGML est important. Parce que la RGML, quand elle va travailler dans un abattoir qui travaille en électronarcose, va premièrement s'assurer que les paramètres d'intensité de l'électronarcose ne sont pas trop élevés, pour éviter que les volailles ne soient tuées. Première chose. Deuxième chose, le contrôleur sera présent en sortie d'électronarcose avant le sacrifice pour s'assurer que les volailles sont étourdies, tranquillisées, mais pas tuées. Donc c'est vrai que faire de l'électronarcose sans contrôle de la RGML, on ne le ferait pas. Par contre, la RGML et sa connaissance du sujet permet de s'assurer que le process est maîtrisé, que le procédé est maîtrisé. Depuis le déclenchement du conflit entre Israël et Gaza en octobre dernier, certaines marques de produits alimentaires halal, dont Isladis, sont accusées de soutenir Israël ou d'entretenir des liens supposés avec ce pays. Il y a eu de différents appels au boycott. C'est pas la première fois que vous faites face à un appel au boycott, sauf que en 2014, quand ça vous est arrivé, vous aviez fait un communiqué de presse pour démentir. Et là, vous avez tardé à réagir. Il n'y a pas eu de réaction de votre part. Alors pourquoi ce retard à l'allumage dans la réaction ? Alors vous venez sur un sujet qui n'est pas le sujet le plus agréable qu'on ait eu à vivre ces derniers mois. Effectivement, comme vous le dites, on a dû subir un dénigrement sur les réseaux sociaux de la marque et de l'entreprise. Alors, contrairement à ce que vous dites, on a dénoncé. C'est passé inaperçu. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Bon. Alors, il y a la force, on va dire, des réseaux sociaux, on va dire la force négative des réseaux sociaux, sur lesquels les messages sont relayés, likés, sans autre vérification. Et puis, il y a la force très relative d'une communication d'Isladis qui dit, mais non, nous, on n'a rien à faire avec ce conflit, on n'est absolument pas lié à ce conflit, et ce qu'on dit de nous est faux. C'est vrai que, comme vous le dites, vous avez eu l'impression de ne pas voir notre réponse, pourtant elle existe. Ou de vous avoir entendu beaucoup. Ou de vous avoir vu ou entendu beaucoup. Oui, effectivement. Donc ce sujet-là est vraiment est très compliqué à gérer parce qu'aujourd'hui on est victime de ces fausses informations qui circulent. C'est très compliqué d'aller prouver que vous n'avez pas fait quelque chose qu'on dit que vous avez fait.
En l'occurrence, je ne sais même pas trop exactement ce qu'on nous reproche d'avoir fait. Mais surtout, de quoi se parle-t-on ? Vous l'avez dit, le sujet, il ne date pas forcément d'aujourd'hui, il date de plusieurs années. Enfin, il est bien antérieur à votre arrivée, et ça date du fondateur de la marque. Et donc, par exemple, le fondateur de la marque, lui, n'est plus à la tête de l'entreprise, et on a l'impression quand même que c'est une information qui a échappé aussi à ceux qui lancent la polémique. Oui, mais je pense que dans les gens qui lancent la polémique, ils n'ont pas forcément le souci d'aller vérifier ce qu'ils disent ou le souci de la véracité de ce qu'ils disent. Cette polémique, elle est née à un moment d'énorme émotion. On était à la naissance de ce nouveau conflit à Gaza, qui génère énormément d'émotions, et on peut le comprendre, la situation à Gaza est dramatique, donc forcément ça génère énormément d'émotions. Il y a eu un certain nombre d'appels à boycott qui ont été lancés sur un certain nombre d'entreprises. Et je ne suis pas sûr que les gens qui ont lancé des appels au boycott se sont tous assurés que cet appel au boycott, il était justifié, il était motivé. Dans notre cas présent, il est absolument pas justifié, il n'est absolument pas motivé. Mais c'est quoi ? C'est une polémique de réseaux sociaux ? C'est quoi ? Comment est-ce que vous qualifiez cette polémique ? Oui, c'est une polémique de réseaux sociaux. C'est-à-dire, ce sujet-là, il vient, vous l'avez mentionné, il date d'il y a peut-être plus de 10 ans. Il est lié à la religion de l'ancien propriétaire de l'entreprise, qui était de religion juive, et qui ne s'en est jamais caché. Et à l'époque, on l'accusait déjà, soi-disant, de soutenir Israël. À l'époque, déjà, on avait dit que c'était totalement faux et qu'il n'y avait absolument aucune raison de dire cela. Vous l'avez dit, depuis, l'ancien propriétaire n'est même plus présent dans l'entreprise, donc le sujet devrait absolument même plus exister. Pour autant, vous avez des gens qui le mettent à nouveau sur la table. Donc, il faut être clair. Non, on n'a absolument rien à voir avec ce conflit. Nous, on est une entreprise française qui travaille en France pour les consommateurs français depuis 30 ans et qui n'a absolument aucun lien avec un gouvernement, un mouvement politique, ni en France ni ailleurs. Mais qu'est-ce qui fait que Isla Delis s'est exposé à cette polémique ? Qu'est-ce qui fait que... De façon récurrente, en fait. C'est ça la force sans doute de la marque. Je veux dire, on va pas aller attaquer une marque inconnue sur un sujet comme celui-là. Ça n'a pas d'intérêt d'attaquer à une marque inconnue. Donc on est numéro 1, vous l'avez dit. Parfois c'est du bonheur, parfois c'est des emmerdes. Et dans le cas présent, on a des gens qui parce qu'on est numéro 1, parce que peut-être ils ont cru à un moment donné. Moi je ne dis pas que les gens qui mettent ça sur les réseaux sociaux mentent sciemment. Je pense que juste ils ne sont pas vérifiés. S'ils veulent vérifier, honnêtement, c'est très simple. Il suffit de nous appeler. Chez Isla Delis, on n'est pas des extraterrestres. Nous, nos bureaux, ils sont à 10 km d'ici, à Colombes. Nos usines, elles sont en Rhône-Alpes. On a un site internet, vous pouvez prendre contact avec nous. Moi, je suis ici ce matin. Enfin, la façon d'échanger ou la possibilité d'échanger avec Isla Delis, on a tous les jours. Vous êtes là un an après, en fait. Après le déclenchement de la polémique. Alors peut-être vous ne vouliez pas réagir à chaud, peut-être. Mais on a réagi. On a écrit sur les réseaux sociaux. On a écrit à nos clients aussi, pour leur expliquer les choses. Donc, et je sais que ces sujets-là ont circulé, puisque vous-même, dans la rédaction, certains avaient vu mon courrier envoyé à certains clients. Donc on ne peut pas dire qu'on n'ait pas réagi. C'est juste qu'à un moment donné... Ça n'a pas eu l'impact de la polémique ? Non, mais parce que, moi, il y a deux choses qui s'opposent. Nous, on est venu avec une réponse factuelle, quelque chose de très rationnel, en expliquant, mais non, on n'est pas responsable. Et face à ça, on avait un contexte chargé énormément d'émotions, et des réseaux sociaux où les informations et les désinformations fusent. Donc effectivement, c'est le sujet de que pèse une explication et une réponse rationnelle, argumentée, face à une émotion énorme et des réseaux sociaux qui parfois sont très positifs dans ce qu'ils délivrent et puis parfois délivrent énormément de fausses informations. Je voudrais qu'on termine sur un sujet qui me passionne, c'est la VSM. La viande séparée mécaniquement. Alors on a parlé des additifs, on a parlé des arômes, du nitrite, mais la VSM, c'est aussi la base de certains produits que vous fabriquez. Est-ce qu'on peut la remplacer, la VSM ? La VSM, aujourd'hui, est présente dans très peu de produits, in fine. Alors la VSM, cette viande séparée mécaniquement, c'est la viande qui a été, on va dire, à l'origine de l'offre halal. C'est-à-dire que l'offre halal, dans un premier temps... Les boudins, là, qu'on voyait. Ces saucissons cuits, c'est des saucissons cuits, voilà. Ils étaient à base de VSM. Ils étaient à base de VSM et sont toujours à base de VSM. Comment on remplace la VSM ? Alors, soit vous la remplacez par de la viande et le produit coûte 4 à 5 fois plus cher. Soit vous l'interdisez tout simplement, ce produit-là, mais ça j'y crois pas. C'est-à-dire que les consommateurs, on sait que quand ils sont attachés à un produit, et il se trouve qu'ils sont attachés à ce produit-là, qui plus est, qui est très peu cher, si vous leur dites il n'y a plus le produit, ils vont trouver un moyen de le consommer différemment. Donc nous, le pari qu'on a chez Isla Delis, c'est d'offrir de nouveaux produits
à meilleure valeur nutritionnelle que ces produits à base de VSM. Et donc, c'est ce qu'on fait en permanence en améliorant nos recettes, en lançant des innovations. Et ça marche. Parce que quand on a été créé dans les années 90, ces produits-là, ces saucissons traditionnels que tout le monde a dans son réfrigérateur, représentaient 80-90% du marché. Il y a des générations qui ont grandi avec. Hein. Et aujourd'hui, chez nous, Isla Délices, ça représente à peine 10% de notre activité. Donc aujourd'hui, ça veut bien dire que le consommateur, parce qu'on lui a donné le choix de consommer d'autres produits de meilleure qualité, il évolue. Et ce produit, effectivement, il est à la fois une source d'attachement. On entend très souvent des consommateurs qui ont un peu voilà, c'est un peu une Madeleine de Proust, ce saucisson cuit. Ils ont grandi avec, mais pour autant, aujourd'hui, ils vont consommer des produits de meilleure valeur nutritionnelle. Mais l'éducation alimentaire a changé quand même. L'époque, il y a plus de transparence. Bien sûr. Notamment sur la qualité des produits, dans ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Il y a 35 ans, on ne parlait pas de VSM. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Non, mais la conscience des consommateurs évolue. La conscience de nous, marques, évolue aussi. Je veux dire, quand nous, par exemple, proactivement, on décide de mettre le Nutri-Score alors qu'on n'est pas obligé de le faire, ça permet aussi d'orienter le consommateur vers une offre de meilleure qualité. Nous, on a réussi à lancer ces dernières années un certain nombre de produits qui sont Nutri-Score A, Nutri-Score B. On a été les premiers, l'an dernier, à lancer un steak haché à 5% de matière grasse, en halal, en grande surface. Le seul qui propose un steak haché à 5% de matière grasse en halal, c'est Isla Délices. Donc, mais à 100% de viande 100% de viande. Steak haché, 100% de viande, 5% de matière grasse. Il y a des steaks hachés qui ne sont pas 100% de viande. Hein. Non, mais alors pour vous appeler steak haché... Qui sont des produits hachés. Pour vous appeler steak haché, vous devez avoir 100% de viande. Sinon, vous appelez pas steak haché. On appelle ça burger. Vous pouvez appeler ça burger. Voilà, on joue sur les mots. Mais donc, en donnant plus de transparence, on aide le consommateur à justement orienter ses choix et pouvoir orienter ses choix vers des produits, s'il le souhaite, à meilleure valeur nutritionnelle. Isla Délices est une marque 100% française qui part à l'assaut de l'Europe. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui ? Alors, on reste très majoritairement en France, effectivement. Mais c'est pas ce que je vous ai dit. Hein. Non, je vous ai dit que vous partiez à l'assaut de l'Europe. Oui, tout à fait. Ouais. Et on se développe. Alors nous, l'Europe, c'est les pays limitrophes, parce que l'objectif, c'est de pouvoir produire toujours en région Rhône-Alpes et vendre dans ces produits-là les produits qui sont produits dans nos usines Rhône-Alpes. On s'est beaucoup développé en Belgique ces dernières années. On est devenu le numéro 1 en Belgique depuis 2-3 ans. On s'est développé très récemment en Italie et en Espagne. Qui sont des pays où l'offre de produits halal est vraiment très 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 limitée. Donc là, on vient apporter une offre très différente et très nouvelle. Et puis on se développe également bien au Royaume-Uni en ce moment. Qui est quand même un énorme marché. Qui est un gros marché, plus petit que le marché français, a priori, mais oui. Alors, en nombre de musulmans présents, c'est un peu plus petit qu'en France, et il est beaucoup moins développé qu'il ne l'est en France dans l'offre de produits. Merci Eric Fauchon d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Puis vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe Robichon. Et très belle journée sur Beurre FM. Retrouvez la masterclass en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.